Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le bilan de la partie mécanique de troisième afin de préparer la prochaine évaluation. Nous allons revoir comment analyser un mouvement, revoir les notions de force et en particulier celle du poids, revoir la formule permettant de calculer la force de gravitation universelle, revoir la méthode qui permet de dessiner un diagramme objet-interaction, revoir ce que nous avons vu sur l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, et enfin, nous terminerons en rappelant comment faire une chaîne d'énergie. Pour commencer, nous allons rappeler que pour définir un mouvement, nous devons connaître la trajectoire et la vitesse. Ce qui veut dire que pour identifier le type de mouvement d'un objet, nous devons utiliser deux adjectifs. Un adjectif pour la trajectoire et un adjectif pour la vitesse. Exemple, une voiture qui roule en ligne droite à 50 km/h aura une trajectoire rectiligne puisqu'elle roule en ligne droite et un mouvement constant, uniforme, puisque sa vitesse est tout le temps la même. On définira donc le mouvement de cette voiture comme étant un mouvement rectiligne, uniforme. Un mot pour la trajectoire, un mot pour la vitesse. Donc le mouvement, c'est une trajectoire plus une vitesse. Il existe trois principales trajectoires. La trajectoire rectiligne qu'on vient de voir à l'instant, c'est une trajectoire selon une ligne droite. La trajectoire circulaire, qui est une trajectoire selon un cercle. Et enfin, une trajectoire qui est ni un cercle ni une droite, c'est une trajectoire curviligne. En gros, un mouvement quelconque. Pour visualiser cette trajectoire, on utilise en physique une technique qui s'appelle la chronophotographie. Donc, un mouvement, c'est une trajectoire et une vitesse. Il y a la trajectoire rectiligne, circulaire, curviligne, et pour visualiser la trajectoire, on fait une chronophotographie. Donc, nous avons vu tout ce qui touchait au mot trajectoire. Maintenant, voyons la vitesse. La vitesse, ça commence par un V, donc on va la noter tout simplement V. L'unité du système international, l'unité qui est utilisée partout dans le monde au niveau de la recherche, sera le mètre par seconde. Pour écrire un résultat, on dira V pour dire que la vitesse est égale à 50 mètres par seconde. Ensuite, à partir du triangle qu'on appelle le triangle cinétique, on peut retrouver les trois formules. La formule permettant d'avoir la distance en fonction de la vitesse et du temps, la formule permettant d'avoir la vitesse en fonction de la distance et du temps, et la formule permettant de calculer un temps à partir de la distance et de la vitesse. Alors je vous rappelle très brièvement comment ça fonctionne. Je veux savoir quelle formule utiliser pour calculer une distance. Je vais donc cacher la distance avec mon doigt et j'observe ce qui reste. Il reste la vitesse multipliée par le temps. Donc si j'ai une question au brevet qui me demande de calculer une distance, ça veut dire que dans l'énoncé, on va me donner la valeur de la vitesse et du temps, j'aurai simplement à les multiplier. Maintenant, si je suis sur une question de brevet où on va me demander de calculer une vitesse, eh bien, même chose, je prends mon doigt, je cache le V de vitesse dans le triangle et il reste D divisé par T. Ça veut dire que dans la question, on m'aura donné la valeur de la distance, on m'aura donné la valeur du temps et il faudra simplement que je les divise. Et même chose, si je suis sur une question de brevet où on me demande de calculer un temps, eh ben je prends mon doigt, je cache le T de temps dans le triangle, il reste D divisé par V. Ça veut dire que dans la question, on me donne la distance, on me donne la vitesse, je les divise. Bien sûr, il faudra faire attention aux unités. Le piège qui se fait souvent, c'est de convertir des kilomètres par heure en mètres par seconde. Donc il faut se souvenir de ce qu'on avait vu en TD. Si j'ai une vitesse en mètres par seconde et que je la veux en kilomètres par heure, je vais multiplier par 3,6. Et si je veux faire l'inverse, si j'ai une vitesse en kilomètres par heure et que je la veux en mètres par seconde, je vais diviser par 3,6. Si je dois faire un petit bilan de la partie mouvement, regardons un graphique vitesse en fonction du temps. Entre T0 et T1, on va dire que le mouvement il est accéléré et on va dire qu'il est accéléré
parce que la vitesse, elle augmente. Je regarde maintenant entre T1 et T2 le profil vitesse en fonction du temps. J'observe que la vitesse est constante, ça veut dire que le mouvement sera uniforme. Et enfin, entre T2 et T3, là, la vitesse diminue, donc le mouvement sera ralenti. Finalement, on se souvient également que la perception du mouvement est différente selon le point d'observation. Ce qui nous avait permis de dire que le mouvement est relatif. C'est un peu comme quand on est dans un cours où on s'ennuie un peu. L'heure de cours nous paraît passer très lentement, alors que quand on est dans un cours où on est très stimulé et intéressé, l'heure de cours passe extrêmement vite. Dans ce cas-là, on dit que le temps est relatif parce qu'on n'a pas la même perception du temps dans les deux cas. Pourtant, dans les deux cas, il s'est bien écoulé 1 heure. Et bien pour le mouvement, c'est la même chose. Selon l'endroit où j'observe un mouvement, je ne vais pas le percevoir de la même façon. Dans un cas, je peux avoir l'impression qu'une voiture est immobile, alors que dans un autre, selon l'endroit où je suis, j'ai l'impression qu'elle avance. Passons maintenant au poids. Je vous rappelle que le poids et la masse sont liés. La masse, elle s'exprimera en kilogrammes, et pour la mesurer, on utilise une balance. Le poids, on ne va pas utiliser une balance, on va utiliser ce qu'on appelle un dynamomètre, on l'a utilisé en TP, et ça nous donnera un résultat en newton, puisque le poids est une force. Le dispositif qu'on a utilisé en TP, c'est le suivant. On avait pris un dynamomètre auquel on avait accroché des petites masses et on avait relevé la valeur du poids de chaque masse. Le triangle qu'on avait avec la vitesse, la distance et le temps est également valable avec le poids. Ça veut dire qu'au brevet, on peut vous donner ce triangle. Si vous voulez calculer un poids, pareil, vous prenez votre doigt, vous cachez le P de poids dans le triangle et vous avez M fois G. Donc je vous rappelle que le poids doit être en newton, que la masse doit être en kilogrammes et que la gravité c'est donc des newtons par kilogramme. Alors comment ça va se passer? On vous donnera toujours la valeur de G, la gravité. Donc ce qu'on peut vous demander de faire, c'est de calculer la masse à partir du poids ou de la gravité, ou de calculer le poids à partir de la masse et de la gravité. Dans les deux cas, la gravité, on vous la donne toujours. Le piège classique qui tombe souvent, c'est que dans un énoncé de brevet, on vous donne une masse en grammes. Dans ce cas-là, il faut faire attention, avant de faire votre calcul, vous devez convertir la masse en kilogrammes. Donc, je répète, le seul piège qu'on peut vous faire sur la partie poids, c'est l'unité de la masse. On peut vous donner une masse en grammes, vous devrez la mettre en kilogrammes avant de calculer. Si on vous demande de représenter le vecteur poids d'une pomme qui tombe, vous n'oubliez pas qu'il faut me faire une flèche vers le bas, et me mettre un petit P avec une flèche au-dessus pour me dire qu'on parle du vecteur poids. Pourquoi vers le bas? Parce que le poids, ça attire tous les objets vers le bas. Passons maintenant à la force de gravitation universelle. Je vous rappelle que la force de gravitation universelle, c'est la force qui s'exerce entre deux planètes, par exemple, une planète A et une planète B qui seraient séparées d'une distance D. Pour calculer cette force, on vous donnera toujours la formule. Pas besoin de la prendre par cœur. Voyons maintenant ce qu'on peut vous demander au brevet et surtout voyons le piège qu'on peut vous faire au brevet, piège dans lequel il ne faudra pas tomber. Dans cette formule, grand G, c'est une constante. On vous la donnera toujours. Donc ça, on le met de côté. Le grand G, c'est quelque chose qui sera donné dans les exercices. Ensuite, la masse de la planète A et la masse de la planète B, on vous les donnera aussi. Il faudra bien veiller à ce qu'elles soient en kilogrammes. Si vous avez des masses en grammes, mettez-les en kilogrammes avant de faire vos calculs. Donc vérifiez toujours les unités avant de faire vos calculs. Et la distance entre la planète A et la planète B, elle doit être en mètres. Donc le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le piège des unités. Très souvent, dans les sujets de brevet, on a tendance à vous donner la distance entre les deux planètes en kilomètres. Ça veut dire qu'il faudra la convertir en mètres, donc multiplier par 1000. Maintenant, comment faire un diagramme objet-interaction? Je vous rappelle que pour faire un diagramme objet-interaction, on doit faire la liste de toutes les actions qui vont interagir avec l'objet qu'on étudie. Exemple, si je regarde la photo qui s'affiche, l'objet que j'ai envie d'étudier, c'est la chaise. Alors on va commencer à faire l'inventaire de toutes les actions qui vont interagir avec la chaise. Eh bien, on voit que sur la chaise, il y a un élève,
On voit que cette chaise, elle est posée sur le sol, donc elle touche le sol, et puisqu'on est sur la planète Terre, on est soumis à la gravité, donc la Terre, la planète, a une action, une interaction avec la chaise. Ensuite, il va falloir dire si on a des interactions de contact ou à distance. Les interactions de contact, ça sera des flèches pleines. Les interactions à distance, ça sera des flèches en pointillés. Donc, entre la chaise et l'élève, il y a clairement un contact. La chaise est posée sur le sol, il y a donc un contact entre le sol et la chaise. Par contre, la gravité, c'est une force qui agit à distance. On va donc mettre une flèche en pointillé. Énergie. L'énergie, il y en a deux types, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un objet en mouvement. Un objet sera caractérisé par une masse, et puisqu'il est un mouvement, il sera aussi caractérisé par une vitesse. Ça veut dire que c'est l'énergie qui dépend de la vitesse. En gros, plus la vitesse d'un objet sera grande, plus son énergie cinétique sera grande, et inversement, plus la vitesse d'un objet sera petite, plus son énergie cinétique sera petite. Alors, il faut essayer de mémoriser cette formule. EC, E pour énergie, C pour cinétique, est égal à 1 demi que multiplie la masse, que multiplie la vitesse au carré. Cette formule, même si je vous demande de la mémoriser, elle vous sera donnée le jour du brevet si ça tombe sur l'énergie. D'accord? Donc votre boulot, ça sera de calculer des énergies cinétiques à partir d'une vitesse qu'on vous donnera et masse qu'on vous donnera. Si vous regardez bien les unités, l'unité de l'énergie, c'est des joules. La masse, quand vous calculez l'énergie cinétique, elle doit être impérativement en kilogrammes. Donc pareil, si on vous donne une masse en grammes, il faut la convertir en kilogrammes avant de faire le calcul. Et le piège classique qu'on fait souvent en brevet, c'est sur la vitesse. La vitesse, regardez bien son unité, c'est des mètres par seconde. Au brevet, on peut vous piéger en vous donnant une vitesse en kilomètres par heure. Ça veut dire qu'il faut convertir cette vitesse en mètres par seconde. Si vous vous souvenez bien, pour passer de km par heure à mètre par seconde, il faut diviser par 3,6. D'accord? Donc si on vous donne une vitesse en km par heure, vous me la divisez par 3,6 avant de la mettre dans votre calcul. Maintenant, on peut regarder une petite animation pour être sûr que on a bien compris l'énergie cinétique. Donc là, dans l'exemple, EK, c'est l'énergie cinétique, hein, parce que cinétique en anglais, ça se dit kinetics. Donc mon skater, il part d'en haut et il descend la rampe. En descendant la rampe, sa vitesse augmente, donc son énergie cinétique augmente. Il n'y a pas de problème, on a bien la preuve que l'énergie cinétique, c'est bien l'énergie liée à la vitesse. Donc je rappelle juste le petit piège, si on vous demande de calculer l'énergie cinétique, veillez bien à ce que la vitesse soit en mètres par seconde. Si on vous donne une vitesse en kilomètres par heure, il faudra la diviser par 3,6 avant de la mettre dans votre formule. Donc on a parlé de l'énergie associée à la vitesse, l'énergie cinétique, on va maintenant parler de l'énergie associée à la position, l'énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle, c'est l'énergie que possède un objet lorsqu'il est soumis à un champ de pesanteur en fonction de sa position verticale, en gros sa hauteur. Ça veut dire quoi? Donc c'est l'énergie d'un objet. Un objet, il sera caractérisé par une masse qui est soumise à un champ de pesanteur. La pesanteur, c'est la gravité. Donc il y aura la masse et la gravité dans ma formule. Et on a dit que ça dépendait aussi de sa position verticale, autrement dit de sa hauteur. Ça veut dire que l'énergie potentielle d'un objet, ça sera sa masse multipliée par la gravité, multipliée par la hauteur à laquelle il est. En effet, si je lance une pastèque du rez-de-chaussée, donc d'une hauteur petite, l'énergie avec laquelle la pastèque va tomber sur le sol sera petite. Si je fais la même expérience en lâchant cette fois-ci ma pastèque du 10e étage, l'énergie avec laquelle la pastèque va frapper le sol sera beaucoup plus grande, la pastèque va littéralement exploser. C'est la preuve que l'énergie potentielle dépend de la hauteur, mais elle dépend aussi de la gravité, puisque c'est la gravité qui attire l'objet vers le bas, et de la masse, puisque plus ma masse sera grande, plus forcément l'énergie avec laquelle je toucherai le sol sera grande. Donc, on peut regarder une petite animation pour comprendre. Donc, quand ma bille est en haut, je suis sur un maximum d'énergie potentielle puisque je suis sur une hauteur très grande. Quand je descends, j'arrive sur la hauteur la plus petite, donc une énergie potentielle petite. Et entre le sommet et le bas, j'ai une bille qui accélère, donc une énergie cinétique qui augmente. Donc, ce qu'il faut retenir sur la partie énergie, c'est que l'énergie cinétique dépend de la vitesse, l'énergie potentielle dépend de la hauteur.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais un bilan d'énergie? Ben, si je regarde un bilan d'énergie, je vais devoir prendre en compte toute l'énergie qui s'exerce sur un objet. Donc l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc il faudra que je les additionne. Si je les additionne, l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, j'obtiens ce que j'appelle de l'énergie mécanique. Donc l'énergie totale d'un objet, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique, et ben c'est l'énergie potentielle qu'a cet objet plus son énergie cinétique. Je rappelle que l'énergie cinétique dépend de la vitesse et que l'énergie potentielle dépend de la hauteur. Eh bien, il se trouve que on se placera toujours en troisième dans le cas où, lorsque j'additionne ces deux énergies, je trouve toujours la même valeur. Ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. Regardons ça plus précisément sur cet exemple. En rouge, j'ai l'énergie potentielle, donc qui dépend de la hauteur, et en vert, j'ai l'énergie cinétique. Et lorsque j'additionne les deux, j'obtiens la colonne jaune. On voit que la colonne jaune reste toujours à 100%. Donc j'ai bien la preuve que l'énergie mécanique, elle est constante. On voit que le rouge augmente quand la hauteur augmente. Et on voit que le vert augmente quand la hauteur diminue. Forcément, si la hauteur diminue, ça veut dire que le wagon de mon attraction prend de la vitesse. Si je prends de la vitesse, je gagne en énergie cinétique. Finalement, puisque quand j'additionne EP et EC, j'ai une constante, ça veut dire que si EP augmente, forcément EC diminue, et inversement, si EP diminue, EC augmente, pour que ça reste une constante. On peut finir la partie énergie en regardant le graphique qui vient de s'afficher. C'est le graphique qu'on avait étudié quand le prof américain avait mis sa vie en jeu pour prouver que l'énergie mécanique était bien constante avec le boulet de démolition. La courbe verte représente l'énergie cinétique, la courbe bleue l'énergie potentielle, la courbe rouge la somme des deux, l'énergie mécanique, l'énergie totale. On voit bien que quand la courbe verte augmente, la courbe bleue diminue, et inversement, quand la courbe verte diminue, la courbe bleue augmente. Et au final, quand j'additionne les deux, j'ai toujours la même valeur. On termine en faisant un petit rappel sur les chaînes d'énergie. Je rappelle qu'une chaîne d'énergie, c'est ce qui permet de modéliser les énergies et les transferts d'énergie dans un système. Prenons un exemple concret, l'utilisation d'un smartphone. Donc, le problème, c'est qu'on souhaite réaliser dans le cadre ci-dessous la chaîne d'énergie d'un smartphone dans la situation suivante. Donc la situation, c'est je recharge mon smartphone tout en regardant une vidéo de Monsieur Borel sur sa super chaîne YouTube. Super. Donc, l'objet que j'étudie, c'est mon smartphone. Donc on va essayer de lister les énergies qui arrivent sur mon smartphone et les énergies qui en sortent. L'énergie qui arrive sur mon smartphone, on est tous d'accord, je suis en train de le recharger, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie électrique. Mon smartphone, il fonctionne sur batterie, sans électricité, c'est pas la peine, il ne s'allumera pas. Bon, maintenant, les énergies qui vont être émises par mon smartphone. Ben, si je regarde une vidéo, je peux la regarder dans le noir. Ça veut dire que mon écran, il me produit de la lumière, donc de l'énergie lumineuse. C'est une vidéo, il y a forcément du son, donc de l'énergie sonore. Et si je touche l'arrière de mon téléphone, je vais ressentir un peu de chaleur, donc de l'énergie thermique. Donc finalement, pour le prochain contrôle, mais aussi pour le brevet, puisque là, on fait le bilan de toute la partie mécanique de 5e, 4e et 3e, il faut être au point sur le poids, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie mécanique, la force d'interaction gravitationnelle et aussi tout ce qui est caractérisation d'un mouvement, trajectoire, vitesse.